Aujourd'hui, petit exercice d'oral qui consiste en fait à déduire le théorème d'Alembert-Gauss, enfin à prouver le théorème d'Alembert-Gauss. Donc c'est un petit oral XENE qui fait considérer une certaine intégrale et qui va nous permettre de déduire ce théorème-là. Très intéressant, je trouve, c'est pour ça que je le présente en vidéo. Normalement en 3 questions, mais donc ici j'ai réduit en 2 questions, puisque ici on pouvait juste mettre en caractérisant ce truc-là, déduire le théorème d'Alembert-Gauss, voilà. Et donc on part tout de suite. Donc il va nous proposer une preuve en partant des intégrales complexes. Alors je m'explique. Donc on va prendre f une fonction c1 de 0,2pi dans c qui ne s'annule pas et qui est 2pi périodique. Okay, et donc on va considérer cette intégrale i de f qui est égale à 1 sur 2 pi de l'intégrale 0,2pi de f' de tf sur f de t dt. Et donc il va falloir montrer que ce truc là appartient à z. Donc on se dit c'est hyper bizarre que cette intégrale là, enfin cette définition là appartienne à z. Ok, bon, on va regarder pourquoi et en fait on va comprendre très vite que c'est très naturel que ça appartienne à z. Voilà. Puis ensuite la deuxième question, on va caractériser i de fp de r. Donc P ça va être un polynôme de ses crochets x, R ça va être un réel positif puisqu'on va bien définir R exponentialité, donc là on comprend très vite que bon, bah, ça c'est juste pour aller chercher des nombres dans le plan complexe. Et donc fp de R ça va être P de R exponentialité. Et donc à partir de ça, en caractérisant ce truc là, dont on sait qu'il va être dans Z, si c'est bien défini par la question d'avant, on va devoir déduire le théorème d'Alembert-Gauss. Voilà. Ça paraît pas simple au premier abord, mais en fait ça l'est. On va très vite comprendre pourquoi. Voilà. On va partir tout de suite. Donc, première question, on va regarder directement pourquoi ce résultat est naturel en fait. Donc si on regarde un peu, je vais pas l'écrire ici, mais pour bien comprendre, on voit qu'on a f' de t sur f de t. Et ça on se dit la primitive c'est ln de f. Et si on écrit ln de f, bon je vais quand même l'écrire, en fait i de f, ça serait, donc là il y a un coefficient devant, 1 sur 2 pi, de l'intégrale de 0 à 2pi de ln de f, non bah du coup pas ça, parce que la primitive c'est ln de f, donc en fait ça nous ferait juste ln de f de t, et donc là il faudrait l'évaluer en 0 et en 2pi. Bon, vu que la fonction elle est 2pi périodique, ce truc là est aussi 2pi périodique, ça nous fait 0. Donc 0 appartient bien à z. Donc dans le cas f, si f était à valeur réelle, ça nous donne direct 0. Et donc on se dit, naturellement, en fait, quand on va avoir un truc à coefficient complexe, bon, bah, on aura une sorte de primitive en ln de f. Évidemment, on ne peut pas prendre ln de f vu qu'on est à valeur complexe, donc c'est pas possible, il faut faire attention à ça. Mais on se dit, ça va bien fonctionner, puis le 2i pi ici va faire en sorte, en fait, ça nous fait penser à l'exponentielle et au fait de tourner autour du plan. On va faire des dessins pour bien comprendre. Mais en gros, du coup, pour essayer de faire apparaître ce logarithme, en fait, on va plutôt considérer l'exponentielle de ça. Et donc, on va poser une fonction, disons, g de t, qui va être l'exponentielle, en fait, de l'intégrale de 0 à t de f' de t. Enfin, f', ouais, du coup, j'aurais dû plutôt l'appeler x, ça sera plus simple. On va considérer donc g de x, disons, g de x qui va être à exponentielle 0 à x de f' de t, f de t, dt. Et en fait, on se dit, cette quantité-là, en l'évaluant en 2pi, en 2pi, on a exponentielle directement de ce truc-là, donc juste l'intégrale, pas avec le coefficient devant, de 0 à 2pi de f' de t sur f de t dt. Et donc on se dit, ce truc-là, si ça vaut 1, et ben en fait ça nous dit que ce truc-là est un multiple de 2i pi, ok, parce que si ça vaut 1, si on trace le cercle, trigo, si cette intégrale vaut 1, ça veut dire qu'elle est placée ici. Et donc pour être placée ici, ça veut dire que si on l'écrit sous la forme exponentielle iθ, enfin en gros l'angle, ça c'est l'angle, donc ce truc là, il s'écrit exponentielle iθ, et θ, il va être égal à 2 capi. Et donc ça nous dit directement, enfin 2i capi vu qu'il y a le i devant, et donc en fait quand on va diviser par i, on aura bien le k ici qui va appartenir à z. Je sais pas si je me fais bien comprendre, j'espère. Et donc on va essayer de montrer ça. On va essayer de montrer en fait que g de 2pi, ça va être égal à 1. Et en montrant ça, en fait, on va déduire direct, déduire le truc. Donc on remarque déjà que g de 0, bon bah ça fait l'intégrale de 0 à 0 ça fait 0, exponentielle de 0 ça fait 1. G de 0 égale 1. Et donc on se dit, bon bah si on montre que la fonction g elle est 2pi périodique, et ben on a direct que g de 2pi égale 1. Donc on va essayer de faire ça. Pour ça on va regarder en fait cette fonction et
on va essayer de la dériver, tout simplement. Donc si on regarde g' de x, bah en fait c'est la dérivée de ça, donc la dérivée de ça c'est juste f' de x sur f de x fois exponentielle de tout ça, donc g de x. Ça nous fait apparaître une équative classique. Si on regarde cette équative, c'est g' de x moins f' de x sur f de x fois g de x qui est égal à 0. Voilà, et on sait que ce genre d'équative, par le problème de Cauchy, elle a une unique solution à une constante près. Et si on regarde un peu parmi les solutions, alors il y a plusieurs méthodes pour le trouver. Soit on va multiplier par f de x puis diviser par f carré et on obtiendra une dérivée d'une fonction, ça va nous faire apparaître une constante, mais en fait si on regarde plutôt de manière plus intelligente, si on pose en fait g de x qui est égal à disons k fois f de x, et ben en fait ici ça va nous faire donc g' de x ça va être k fois f' de x, et si on remplace dans notre équation, en fait cette truc là va bien être solution puisque ça fait k f' de x moins f' de x sur f de x fois kf de x, et donc du coup ça nous dégage les f de x ici, ça nous fait kf' de x moins kf' de x, ça fait bien 0. Donc ça c'est bien solution, cette truc là est bien solution. Ok, donc on sait qu'en fait toutes les solutions vont être proportionnelles à f de x. Et donc on sait que dans ce cas, et ben en fait g il va être égal à k fois f. Ok. Et vu que f est 2π périodique, bon bah ça nous dit que g est 2π périodique. Ok, vu que c'est à une constante près, bon, on pourrait préciser que k était différent de 0 puisque l'exponentielle est tout le temps différente de 0, mais ça sert pas à grand chose dans l'absolu. Et donc du coup, maintenant vu qu'on sait que g est 2π périodique, ça nous dit que g de 2π, bah en fait c'est g de 0, et g de 0 on l'a déjà calculé, c'est 1. Donc on a g de 2π égale 1. Donc l'exponentielle de 0 à 2π de f' de t sur f de t dt égale à 1. Ok, ça nous dit ça. Et donc dire qu'on a ça, en fait, ça nous dit que l'intégrale de 0 à 2π de f' de t sur f de t dt, et ben en fait, elle est égale à 2kπ. Enfin, 2kπ. Pourquoi ? Bah, c'est juste en fait, on sait que du coup, bon, si on appelle cette quantité, disons j, on sait que exponentielle de j égale 1. Je rappelle du coup, exponentielle de j égale 1, donc exponentielle de j il est placé là. Exponentielle de j il est là. Et donc la seule manière d'être là, c'est qu'en fait j, ça soit congru à, enfin, si on écrivait ij, ça soit, on aurait j qui est congru à 2π, enfin à 0 modulo 2π. Donc ça nous donne bien cette écriture là. Et donc en fait en divisant par 2ip, donc 1 sur 2ip de l'intégrale de 0 à 2π de f' de t dt. Bon, ça on remarque juste qu'en fait c'est i de f. Et i de f, bon bah on divise de l'autre côté, ça nous donne bien égal à k qui appartient à z. Donc d'où i de f appartient à z. Voilà, donc on voit que le résultat tombe assez naturellement dans le cas. C'est juste une histoire d'exponentielle complexe, et le fait de remarquer la division par 2ip qui nous fait directement penser à ce cercle unifié. Donc il faut effectivement introduire cette fonction, ce qui n'est pas trivial, mais en cherchant un peu, on comprend vite que cette fonction est vraiment intéressante à introduire. Voilà. Donc on a fait la première question. Et donc maintenant on va caractériser IFP de R avec FP de R de t égale à PR exponentialité. P un polynôme à coefficient complexe, pour ensuite déduire le théorème d'Alembert-Gauss. Donc maintenant qu'on sait que notre I de F, il appartient à Z, on va regarder I de FP de R. Donc FP de R, FP de R de T, on a dit que c'était P de R exponentialité. Voilà, je rappelle ça avec P, un polynôme à coefficient complexe. Pour l'instant, on va juste caractériser le truc, donc on va pas vraiment s'intéresser à P constant ou pas, etc. Pour l'instant, on s'en fout, on va juste regarder quel est le I de FP de R. Et donc, on va essayer de le calculer directement. Donc, on regarde déjà I de FP de R, ça va nous faire apparaître du F'PR sur FPR. Et donc, ça veut dire que ça va nous faire apparaître un truc en P' divisé par un autre truc. Donc, il faut connaître un petit peu faut se rappeler de la sup, effectivement, mais en fait, on sait que
P' de x sur P de x, et ben en fait c'est égal à la somme des racines. Bon, je vais mettre de i, disons, égale 1 jusqu'à d, de leur multiplicité, disons je vais l'appeler mi, sur grand X moins lambda I. Et lambda I, du coup, c'est les racines. Donc avec lambda 1 jusqu'à lambda D, les racines distinctes de P. Donc pour l'instant, on suppose, disons que P a des racines, donc on admet déjà le théorème de D'Alembert-Gauss, puis ensuite on va essayer de le prouver. Mais vu qu'on veut le caractériser, pour l'instant, on regarde juste ce qui se passe si on met les racines. Donc on a ça, et donc on sait du coup, si on regarde f' de PR de T, ça va nous faire du RI exponentialité fois P' de R exponentialité. Et donc du coup, si on fait f' de PR de T sur f de PR de T, ça nous donne du RI exponentialité P' R exponentielle IT sur PR exponentialité. Et donc ce truc là, on peut le remplacer par la somme qu'on a calculée juste avant. Ça nous ferait donc la somme de I égale 1 jusqu'à D de MI R. Alors bon, là la notation n'est pas folle, on va remplacer par J, disons. RI exponentialité sur R exponentialité moins lambda I. Voilà. On a notre expression de f' de PR sur f de PR. Et donc on va vouloir calculer l'intégrale de 0 à 2pi de ça. Pour caractériser tout simplement, en caractérisant, on va essayer de suivre le truc. Donc on se dit, déjà il va falloir calculer l'intégrale de ça. Bon, en fait ça revient à calculer l'intégrale de plus petites fonctions. On peut par exemple les appeler les HI, enfin HJ plutôt, HJ de t qui va être égal en fait juste à, le R on va le laisser puisqu'on va en avoir besoin, on va dire, on va passer le I devant, puisqu'on n'en a pas besoin, on va juste dire que c'est le R exponentielle IT sur R exponentielle IT moins lambda J. Lambda J. Voilà, et on va essayer de calculer l'intégrale, en gros le I de HJ. Ça reviendra en fait à calculer, puisque ça c'est juste une somme, en fait I de FPR du coup, ça va être égal à la somme. Alors là il y a un I devant, donc il va bien falloir le passer devant. Donc on va dire 1 sur 2 pi, donc ça fait 1 sur 2 pi. Pourquoi pas, ça me paraît correct. Donc on va dire que c'est la somme de j égale 1 jusqu'à d de 1 sur 2 pi, donc ça va juste nous faire du 1 sur 2 pi, de l'intégrale de 0 à 2 pi de ce truc là. Et donc en fait ce truc là, alors il y a un petit mj qui pop devant, mj, et donc le i saute, tac tac tac, et donc ça nous fait hj de t. Donc en fait, bon, ça on peut le sortir par linéarité, donc en fait ça revient juste à calculer les i de FPR de ce truc là, enfin les i de hj. Donc on va essayer d'intégrer ce truc là. On se dit comment intégrer un truc à valeur complexe. Bon, on va essayer de simplifier un peu l'expression en simplifiant par R exponentialité, et donc ça nous donnerait 1 sur 1 moins 1 sur R, donc ça ferait 1 sur R exponentielle moins IT lambda J. Voilà, on simplifie un petit peu pour avoir un truc un peu plus simple. Et on se dit comment intégrer ce truc là de 0 à 2 pi, et ben en fait on va faire un développement en série entière. Alors j'ai juste oublié de préciser un truc, mais c'est vrai que je l'ai pas du tout précisé, mais on va supposer que P, parce que pour définir ce quotient, on va supposer que P ne s'annule pas sur le cercle de rayon petit r. Parce que sinon on aurait un problème ici directement, une division par 0. Ici là une division par 0, donc on va pour l'instant le supposer. Sinon il y a un problème tout simplement. Donc on va essayer d'intégrer ça, et on se dit pour l'intégrer, un truc qui serait cool, ça serait de développer en série entière, parce que là on a quand même un truc qui est proche d'un développement en série entière. Et donc on va regarder le développement en série entière. Alors il y a des petites conditions sur le développement en série entière, il faut que le module de ça soit plus petit que 1. Donc le module de 1 sur R exponentielle moins IT lambda J,
plus petit que 1, bon bah ça c'est le module 1, et donc en fait ça c'est équivalent à dire que le module de lambda j est plus petit que r. Ok, puisque ça en fait c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur r, module de lambda j. Donc on multiplie de l'autre côté et ça nous dit ça. Donc le module de lambda j doit être plus petit que r. Donc on va s'intéresser déjà si le module de lambda j est plus petit que r. Donc les racines qui sont contenues strictement dans le cercle de rayon R, ok, dans la boule de centre 0 et de rayon R, la boule ouverte. On s'intéresse à ces racines-là précisément. Et donc on développe en série entière. Donc Hj de t, ça va être égal à la somme de, disons, n égale 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur r puissance n, lambda j puissance n, exponentielle moins itn. Voilà. Et on va essayer d'intégrer ça. Donc là, ça revient à intervertir une série et une intégrale. Donc on veut faire l'intégrale de 0 à 2pi de hj de t dt. Ça nous fait l'intégrale de 0 à 2pi de la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini. Donc là, on veut intervertir les deux, r puissance n, lambda j puissance n, exponentielle moins itn dt. Donc pour intervertir les deux, il faut montrer que cette série-là converge uniformément. Si on s'intéresse, enfin du coup ça fait lambda j puissance n sur r puissance n, exponentielle moins itn converge uniformément, point d'interrogation. Alors pour regarder ça, on va regarder la convergence normale, classico. Donc on va regarder lambda j puissance n sur r puissance n, exponentielle moins itn, et on va essayer de le majorer indépendamment de t, et donc bon, ça c'est hyper simple, hein. Ça nous donne lambda j à la puissance n sur r puissance n. Et ça, avec la série des lambda j sur r, le tout puissance n, qui convergent. Pourquoi? Parce qu'on a supposé ça. Donc, cette série-là, la série des lambda j sur r puissance n, exponentielle moins itn, converge normalement, donc converge uniformément sur 0 de pi. Alors là j'ai fait un peu des mélanges de notation, mais c'est la fonction qui a t exponentielle, enfin qui a t associe ce truc là. Donc on peut intervertir ces deux là. On va pouvoir intervertir sans problème les deux sommes, on justifie correctement ici, et donc ça nous dit que c'est la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de l'intégrale de 0 à 2pi de, alors j'aurais dû sortir les constantes mais c'est pas grave, lambda j puissance n, r puissance n, exponentielle moins itn dt. Bon, on sort les constantes puisqu'elles ne servent à rien. Lambda j puissance n, r puissance n, l'intégrale de 0 à 2pi de exponentielle moins itn. Et donc ça, on va remarquer en fait que à part pour n égale 0, ça va toujours faire 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on intègre, ça c'est une fonction, si on regarde t, la fonction qui a t associe exponentielle moins itn pour n strictement positif, c'est une fonction qui est 2pi périodique. Donc l'intégrer sur 0 2pi, enfin, c'est pas une fonction qui est 2pi périodique, enfin c'est pas le fait qu'elle soit 2pi périodique que ça fasse 0, mais juste si on calcule la primitive, ça nous fait du exponent, enfin ça fait juste division par une certaine constante, et ça nous donne toujours ça qui est 2pi périodique, donc ça va faire 0. Donc en fait, ce truc là, ça garde que le terme en n égale 0, et qui va faire, pour n égale 0, ce truc là ça vaut 1, et donc ça fait juste 2pi. Donc cette intégrale vaut 2pi. Voilà. Donc en fait, en divisant par 2ipi et plus avec le i qui était juste ici là, et ben en fait ça va nous dire que le i de fpr, je vous laisse vérifier les calculs, mais voilà, je vais pas les faire parce que c'est pas hyper intéressant, c'est égal en fait à la somme des multiplicités des racines. Donc de i égale, enfin j'avais mis j, de j égale 1 jusqu'à d de mj. Voilà, bon, et ça appartient bien à z, hein, comme on l'a vu. Voilà, on a donc notre caractérisation de I de FPR. Et maintenant, ah oui, waouh, je suis allé beaucoup trop vite, excusez-moi. Là, on a traité que le cas où lambda j était plus petit que R. Mais en fait, si on regarde le cas où ce truc-là est plus grand que R, bah en fait, cette fonction-là, on va pouvoir la réécrire en passant de l'autre côté, en gros, en factorisant en haut. Parce que comme ça, on peut l'écrire en fait 1 sur R exponentielle moins IT fois lambda j divisé par donc r exponentialité
1 sur lambda j moins 1. Et là, on fait pareil un développement en série, sauf qu'on va partir, en fait, la somme va partir de n égale 1 à cause de ce terme-là. Et donc, du coup, ça va nous donner tout le temps 0. Donc, en fait, si on a ça, eh bien, l'intégrale de 0 à 2pi de hj de t, je vous laisse faire les calculs parce que c'est à peu près pareil, dt égale 0. Donc, en fait, plus précisément, ça nous dit que c'est la somme des multiplicités avec lambda j qui va être plus petit que r. Voilà, donc en fait, ça va compter les racines avec leur multiplicité qui sont dans le cercle de rayon R. En gros, si on regarde, on a un cercle, disons, de rayon R, ici, et donc ça va compter toutes les racines qui sont à l'intérieur. Donc par exemple, s'il y a une racine là, ici, et disons là, bon bah, i de fpr, ça va être égal à 4, ok. Ça compte juste les racines. Voilà, aussi simple que ça. Bien dans le rayon, puisque s'il y en a une ici, elle ne compte pas. Et les racines, évidemment, sur le cercle, bon, l'intégrale n'est pas définie, puisqu'on a une division par 0. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de racines sur le cercle si on veut définir cette intégrale. Voilà. Et donc, on va du coup essayer de déduire le théorème d'Alembert-Gauss. Donc, on va juste préciser théorème d'Alembert-Gauss. Et donc, ça nous dit que tout polynôme non constant à coefficient complexe admet une racine complexe. Et donc, on va essayer de le déduire de ce qu'on a fait précédemment. Donc, on va faire une petite preuve par l'absurde. Donc, supposons que P appartenant à C crochet X n'a pas de racine complexe. N'a pas de racine complexe. Ok, on va supposer ça. Il n'a aucune racine complexe. Donc, du coup, par ce qu'on a fait précédemment, bon là, le but, ça va être de faire varier R, ok. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais en gros, les racines d'un polynôme, elles ne peuvent pas être loin du 0. En gros, vu que le polynôme, alors j'ai oublié de préciser, mais P est non constant, donc en gros le degré de P c'est au moins 1. On va écrire degré de P plus grand ou égal à 1, puisque s'il est égal à 0, ça nous fait juste une constante. Et bon, moins l'infini, j'en parle pas, c'est une constante égale à 0, donc voilà. Donc le degré de P est plus grand que 1. Et donc en fait, ça nous dit que globalement, si on s'intéresse au module de P de Z quand le module de Z tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. En gros, le P de Z, le module de P de Z tend vers plus l'infini quand le module de Z tend vers plus l'infini. Tend vers plus l'infini. Voilà, c'est assez immédiat, puisqu'en fait, c'est le coefficient dominant qui va nous donner le truc. Et voilà, puisqu'en fait, le module de P de Z, il est équivalent à quoi? Il est équivalent au dominant de P, donc qui ne peut pas être nul, fois module de Z à la puissance degré de P. Et le degré de P, on l'a supposé plus grand que 1. Et donc, si le module de Z tend vers l'infini, bah ça va bien tendre vers plus l'infini. Alors, juste le dominant de P, il va être en valeur absolue, puisqu'on a aussi en valeur absolue ici. Et donc, vu qu'il est, donc il va être strictement positif. La valeur absolue du dominant de P est strictement positive, donc ça tend bien vers plus l'infini. Voilà. Et donc, en fait, ça nous dit que cette chose-là nous dit qu'en fait, les racines vont être contenues dans un certain rayon. Et donc, ça sert à rien de les chercher loin. En fait, elles sont tout le temps proches du 0. Bon, on ne sait pas à quel point proches, mais elles sont proches du 0 et elles ne peuvent pas être très loin. Donc, ça nous donne envie en fait de faire varier R de 0 à cette limite-là. Bon, on peut même le faire varier jusqu'à plus l'infini, puisque ça va nous regarder ça. Donc, en fait, on va se dire, on va essayer de faire varier R, et on va même considérer une fonction qu'on va appeler, disons, phi, qui à R va associer I de FPR. Ok, I de FPR. Donc en fait, elle va bien être définie sur R+. Pourquoi? Parce qu'on a dit, bah, vu que le polynôme n'a pas de racine, il ne s'annule pas. Donc ne s'annule pas sur C. Et donc du coup, ça veut dire que cette intégrale, on va pouvoir toujours la définir. Et donc I de FPR, donc la fonction qui a R associe I de FPR, est toujours définie sur R+. Ok. Et même on sait qu'elle est à valeur, vu ce qu'on a fait avant, à valeur dans Z. Donc là on se dit, elle est définie sur R+, à valeur dans Z. Donc si on avait de la continuité, bah en fait elle serait constante. Pourquoi? Parce que si on trace un petit graphe, je vais le faire ici. Donc disons que notre fonction est à valeur dans Z. Donc par exemple elle est ici, là elle est là, puis hop elle va ici,
puis elle va là. Donc en fait, elle a la valeur dans Z, donc elle fait forcément des sauts. Elle peut pas faire des choses de manière continue. Donc si elle est continue, bah, c'est impossible qu'elle fasse ça. Donc elle est forcément constante si elle est continue. Et on va le montrer juste après, mais en fait cette fonction va être continue. Et donc si on regarde la valeur, puisqu'on voudrait savoir à quelle valeur elle correspond. Bon, si on regardait ça, on se dirait, vu que la somme des multiplicités c'est 0, on peut direct regarder en 0. Mais si on regarde avec r égale 0, en fait si on a calculé ça, si on regarde comment, quand on avait calculé ce truc là, voilà, ça nous faisait ici apparaître un r. Et donc si on évalue en r égale 0, bah, ça va nous faire l'intégrale de 0. Donc en fait ça fait 0. I de FPR fait 0. Donc on sait, si phi est continu, sur R+, alors phi est constante égale à 0. Voilà, on analyse un petit peu cette fonction, le but c'est de dire des choses de cette fonction, et on va essayer de montrer que phi est continu. Bon, pour ça, ça va être un petit peu chiant, mais on va quand même le faire. Il va falloir utiliser évidemment le théorème de continuité pour les intégrales à paramètres. Donc on va regarder notre fonction phi de r, comment elle est définie, et on va préciser un peu ce truc là. Donc on va dégager la constante parce que c'est chiant, j'ai pas envie de me la traîner. Enfin allez, on va la laisser. Donc on regarde, donc ça dit que pour tout r positif, phi de r, ça va être l'intégrale, oui c'est ça, 1 sur 2 pi, 1 sur 2 pi, de l'intégrale de 0 à 2 pi, de r i exponentialité, p' de r exponentialité, sur p de exponentialité, enfin r exponentialité, dt. Voilà, je crois qu'on l'avait calculé juste en haut, on va aller vérifier, mais normalement c'était ça. C'est ça, ri exponentialité, p' de r exponentialité. Donc on est bon ici. Donc on a bien notre donc cette intégrale là, et donc ça on va l'appeler, disons, bon bah g de rt. Et on va essayer d'appliquer le TCD, enfin l'extension du TCD. Donc on va vérifier toutes les hypothèses. Donc je vais l'écrire théorème de continuité. Donc c'est 0 pour les intégrales à paramètres. Et on va vérifier toutes les hypothèses. Parce qu'on cherche à bien justifier ici. Je pourrais le faire sauvagement, ça marcherait direct, mais voilà. Pour les intégrales à paramètres, donc on a plusieurs hypothèses. Bon bah si on regarde cette fonction là, il n'y a aucun problème de définition et elle est même en fait continue selon R. Donc ça nous dit que pour tout t de 0 de pi, on a que la fonction qui a R associe g de rt est C0. Voilà, très bien. Elle est C0. Puis ensuite, on va regarder les autres hypothèses du TCD. Donc ça nous dit que pour tout R de R+, il faut vérifier que la fonction qui a t associe g de rt est CPM. Alors est-ce qu'elle est CPM? Bon bah oui, on va pas le dire, mais oui c'est évident qu'elle est CPM. Elle est même continue en fait. Elle est même continue. Sur 0 de pi. Voilà, donc là il n'y a aucun problème sur ça. Et ensuite l'hypothèse de domination qu'il faut vérifier. Donc on va regarder. Donc pour tout R de R+, pour tout T de 0 de pi. En fait, cette fonction, la fonction juste qui est au couple RT associe G de RT. Et en fait, en regardant sur un compact, donc on réduit R à un compact de R+, bon bah on est sur le compact R, enfin un compact qu'on peut appeler K de R+, donc on est sur le compact K croix AB, K croix AB sur... voilà, et donc la fonction, elle va bien y être bornée dessus. Donc en fait, elle est bornée, bon, je vais pas trop préciser parce que c'est chiant, mais voilà, elle est bornée, donc car, on va dire, G est bornée sur K croix 0 de pi avec K un compact de R plus. Et donc en fait ça nous dit que du coup la fonction phi elle est continue sur tout compact K de R+, et donc en fait on va essayer de trouver une absurdité.
Donc phi est continu, et donc on a dit, donc, alors pourquoi j'ai mis g? Donc phi est continu, donc phi est égal à 0. Voilà, et maintenant on va regarder dans l'autre sens. Donc maintenant qu'on a regardé en r égale 0, on va se dire, on va regarder notre fonction un peu plus loin, et on va la regarder même en plus l'infini. En plus l'infini, ça ressemble plus à quelque chose de probant. En gros, on sait que P' sur P, ça va être un terme en 1 sur R. Pourquoi? Parce que quand R tend vers l'infini, c'est juste le dominant. Enfin, ça c'est en puissance x puissance n-1, et ça c'est en puissance x puissance n. Donc ça fonctionne bien. Fois R, en fait, ça va nous dire que c'est une constante en plus l'infini. Une constante. Et ce truc-là ne va pas être nul. En gros, l'intégrale ne va pas être nulle. On va le faire avec un TCD pour montrer. Et on va essayer de trouver en fait un équivalent de ce truc-là. Bon, on va regarder. Donc si on regarde, je vais juste regarder. Donc on avait R exponentialité, le I, on va pas s'y intéresser pour l'instant. P' de R exponentialité sur P de R exponentialité. Bon, ça on sait que c'est équivalent à x puissance, enfin à R puissance le dominant R exponentialité, le tout puissance le degré de P. Et ça c'est, bon il y a un degré de P qui passe devant, mais c'est une constante en gros. Et donc ça c'est équivalent à donc R exponentialité. Ça, ce truc là, j'ai dit que c'était le degré de P, donc qui est 1, c'est pas nul. Puissance R, degré de P moins 1, degré de P moins 1, R exponentielle IT fois degré de P moins 1. Et le tout divisé par donc par du coup juste R degré de P exponentielle IT degré de P. J'aurais dû noter le degré de P. Bon, et ça va encore enlever le moins 1 ici. Ça, pareil, ça va enlever le moins 1 ici. Et donc, en fait, ça va être équivalent à, au degré de P. Donc, la limite de ça en plus l'infini, c'est le degré de P, qui est évidemment différent de 0. Après, il y a une constante. Si on regarde bien ici, il y a un I ici qui va pop. Mais du coup, on va essayer de propal que phi, il va tendre quand R tend vers l'infini. Donc, intégrale de 1 sur 2 pi, de l'intégrale de 0 à 2 pi, de I degré de P dt. Et donc en fait ça nous dit juste que c'est degré de P. Et ça c'est différent de 0. Donc on contredirait le fait que phi soit égal à 0 en utilisant ça. Et donc en fait pour faire ça, c'est globalement un TCD. Je pourrais m'amuser à le montrer, mais c'est globalement la même chose qu'on a fait ici. Mais ça va fonctionner. Voilà, il faut juste vérifier les hypothèses une par une. C'est l'extension du TCD en gros. Et voilà, et donc du coup on déduit que phi en plus l'infini c'est différent de 0, et donc on a une absurdité. Donc tout ça c'est absurde. Donc P admet une racine. Admet une racine. Et du coup on en déduit le théorème d'Alembert-Gauss. Voilà. Pour cette vidéo un peu longue, j'espère que ça vous a plu. Et puis merci du visionnage.